Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Tess, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de te recevoir. Pour la petite anecdote, on a été mis en relation par Tara, qui a fondé Commune et qui est déjà venue dans Réel. Tess, sans plus tarder, est-ce que je peux te demander de te présenter, tout simplement ? Oui, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis Tess Petavino, j'ai 28 ans, je suis franco-canadienne et je suis une communicante et j'ai un profil plutôt débrouille qui aime monter des projets. Aujourd'hui, je travaille dans le conseil dirigeant et puis je gère et développe en famille un projet caritatif assez unique qui s'appelle OnlyWatch et qui vise à lever des fonds pour la recherche contre les myopathies et les maladies neuromusculaires. Magnifique. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours ? Alors, tu as un CV long comme... si, quand même. Enfin, HEC, Sciences Po, l'Université des Arts de Londres. Voilà, qu'est-ce que tu viens d'où ? Comment tu t'es dirigé vers ce genre d'études ? Et surtout, quel était ton premier job ? Alors, je viens de Monaco. Ouais. La classe. d'une famille d'enfants du pays, ce qu'on appelle enfants du pays, donc d'arrière-grands-parents piémontais qui sont descendus pour travailler dans la région. Ça, c'est du côté de mon père, donc d'origine italienne, et du côté de ma mère, une famille libanaise qui a immigré au Canada quand ma mère était petite du fait de la guerre civile, et qui a donc ensuite émigré sur la côte. Donc moi, je suis née à Monaco. J'ai toujours voulu garder mes options les plus ouvertes possibles, ce qui m'a amenée à choisir les études que tu as citées. Donc, j'ai fait Sciences Po, d'abord le campus Europe-Asie, qui est un campus focalisé sur l'Asie, comme je viens de le dire, mais qui se situe au Havre. Voilà. Ouais. J'ai étudié le chinois pendant 8 ans, pendant mes études et à l'école. Donc j'ai fait Sciences Po au Havre pendant 2 ans. Je suis partie faire mon échange à Singapour pendant 1 an. J'ai adoré, j'adore l'Asie. Et puis toujours dans cet esprit de garder les options les plus ouvertes possibles, j'ai fait ce double master qui s'appelle Corporate and Public Management et qui est donc entre HEC et Sciences Po et qui permet de former à la fois au sujet d'affaires publiques et d'entreprise, d'avoir un peu toute la boîte à outils pour comprendre ces deux milieux-là. Et puis à la fin de mon master, on m'a proposé un truc un peu fou. Il venait de se créer un mouvement citoyen qui s'appelait En Marche par le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Emmanuel Macron. Et on m'a proposé de rejoindre pour filer un coup de main. Ça faisait 3 jours que le truc était lancé et j'ai accepté en me disant tiens, est-ce que je vais être marquée à vie par le fait d'avoir fait de la politique, ce qui est un peu paradoxal parce que du coup je suis restée assez longtemps dans ce truc-là. Ouais. 3 ans, plus de 3 ans. Ouais. Tout à fait. Et donc, j'ai participé à la campagne. Je me suis occupée, j'étais dans l'équipe de com numérique et je me suis occupée de tous les sujets d'emailing, de contact avec les adhérents et les citoyens, avec des camarades avec qui je travaillais, avec certains avec qui je travaille encore aujourd'hui. Et puis, progressivement, j'en suis devenue directrice de la communication et donc... Voilà, j'ai fait le choix un peu atypique de rester après une élection, rester dans un parti après une élection présidentielle, gagner, c'est un peu particulier, mais j'ai aucun regret parce que à quelques-uns, on a un peu tenu la baraque dans un moment particulier, puis on a redéveloppé les choses, on a réinventé, on réfléchissait à ce que c'était être un parti politique en 2017, qui n'avait qu'1 an et qui avait gagné une élection présidentielle, puis des élections législatives où on a eu une grande majorité. Donc c'était une très belle aventure, très intense, très responsabilisante très vite parce que je suis devenue DIRCOM, je crois que j'avais 24 ans ou 24 ou 25 ans. On m'a fait une grande confiance et j'en suis extrêmement reconnaissante. J'ai appris énormément.
dans des conditions où voilà, tout va très vite, il n'y a pas le choix, faut avancer et voilà, il faut jouer sur toutes les temporalités en même temps, à la fois la construction dans le long terme de ce que j'évoquais sur c'est quoi un parti à cette époque de nos civilisations. Bien sûr. En même temps, de venir soutenir tout ce qu'il faut sur l'action de l'exécutif, etc., expliquer, et puis créer ce lien avec les citoyens, ce qui était vraiment l'objectif à ce moment-là, et puis le court terme du quotidien, qui est, il y a vachement de crises tout le temps, quoi. C'est la politique, c'est un peu le mode de fonctionnement, donc c'est extrêmement formateur, hyper intéressant. J'ai eu une équipe géniale, et voilà. Et donc au bout d'un moment. Mais juste un truc, t'as passé un entretien avec Emmanuel Macron, pas l'entretien de sélection, enfin le recrutement, il était avec lui ou pas? Non. D'accord, ok. Il n'était pas avec lui. Non, je suis arrivée. Alors les premières fois, il y avait un truc où nos premiers locaux, il faut quand même se dire que on nous donnait pas l'adresse aux gens. Il y avait un guidage, il y avait une station de métro, puis ensuite il y avait un guidage téléphonique, parce qu'on était un peu en sous-marin à l'époque. Ouais. Oui, ça doit pas se savoir. Et voilà. Ouais. Et donc on arrivait. En fait, l'entretien d'embauche, c'était de dire, on se met à bosser tout de suite. Il y avait cette étape où, en gros, tout le monde, je parle vraiment des tout débuts en 2016, mais tout le monde passait par l'étape d'écrire des mails, de répondre aux mails de la boîte contact. C'est-à-dire que tu sois, comme moi, une étudiante qui venait de sortir d'études, ou que tu sois plus âgée, plus expérimentée, tout le monde devait à un moment répondre aux mails de la boîte contact, parce que c'était ça le lien avec les gens. C'était comme ça qu'on comprenait vraiment ce qui se passait là-bas. Et puis c'était aussi de se dire, voilà, ici on est tous au même niveau. En tout cas, il faut savoir faire preuve de cette humilité-là pour s'embarquer dans cette aventure particulière, et voilà, et démontrer cet état d'esprit collectif. T'as dû apprendre un tas de choses quand même. Ouais, en très peu de temps. Pas mal. Ça t'a marqué l'aspect politique, ou tu considères qu'En Marche n'était pas finalement très politisé? Non, on peut pas nier que c'était politisé. Enfin, clairement, t'as quand même un projet pour le pays, et toi, en tant que salarié, collaborateur de ce mouvement-là, tu organises les choses pour que les personnes qui, elles, œuvrent, puissent le faire, et au mieux, et d'expliquer le mieux possible aux citoyennes et aux citoyens cette action-là. Donc oui, c'est politique. Après, moi, mais ça c'est assez personnel, mais j'ai une manière de le faire où je l'ai toujours vu comme il fallait être convaincu. Le fait d'être convaincu est un prérequis, mais dans mon quotidien, je le vivais de manière très professionnelle, comme un job avec le plus possible du recul. Parce que je pense que quand t'as pas assez de recul, dans ce genre de job-là, c'est extrêmement critique. Si t'as pas de recul, t'es pas bon, parce que tu n'as pas justement ce regard qui extérieur peut être critique, et dire, mais en fait là, les gens s'en fichent complètement, ou là on comprend rien à ce qu'on est en train de dire, ou là ça c'est beaucoup plus important dans les préoccupations des gens que ça, et de savoir garder un peu cette distance-là, et donc pas de le vivre avec le feu militant à la tête. Bien sûr. Ouais. Il faut garder une certaine froideur, quoi. Enfin, une sorte de retenue et de recul. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu as 2-3 gros enseignements qui te servent aujourd'hui dans ta vie professionnelle, ou pas du tout? Ou peut-être un seul? Oui. Vas-y, je couperai, t'inquiète pas. Sinon, tu vas te casser le dos, ma pauvre. Excuse-moi, j'aurais dû te le préciser avant, parce qu'elle pèse 15 tonnes, ces chaises. Désolée. Non. Écoute, le plus grand enseignement, je crois, il touche à la créativité. C'est qu'en fait, je pense que l'une des raisons pour lesquelles ce mouvement a réussi ce qu'il a réussi, c'est que on nous a donné les bonnes conditions pour vraiment être créatif et vraiment oser faire les choses différemment. Et alors, il faut se replacer un peu dans le contexte. Non, mais ça s'est ressenti. Moi, j'essaye de me replonger un peu dans l'époque, et c'est vrai que ça s'est ressenti. Il y avait un truc qui défrayait la chronique. Enfin, c'était pas usuel ce qu'on voyait. Et en fait, on l'a fait, je pense, avec une forme de simplicité au final, qui ne s'est pas embarrassée de trop de peur de se dire mais c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, mais qu'est-ce que les gens vont penser. Et ils ont pensé, et ils ont exprimé, et on voyait beaucoup de réactions de gens qui étaient froissés ou agacés parce que faisait En Marche, le mouvement, et les gens qui participaient, et évidemment celui qui est devenu le candidat. Mais je crois que c'était vraiment l'une des clés de la réussite, c'est cette créativité permise
par la confiance. Et je crois que c'est vraiment ce qui me marque le plus aujourd'hui dans tout ce que je fais, notamment. Voilà. C'est-à-dire comment est-ce que tu fais en sorte de créer un cadre assez clair pour tout le monde, où tu sais où on va, parce que c'est la beauté aussi des conditions d'une campagne, c'est que l'objectif est extrêmement clair et il est extrêmement partagé. Il y a personne qui est sur un autre objectif que celui-ci dans une campagne, à part peut-être pour certains, et c'était très peu le cas à ce moment-là, et ça nous a aussi permis d'être très efficace dans l'action. Parfois, tu as des objectifs aussi personnels d'ambition, et c'est tout à fait OK. Mais tu as un objectif principal partagé qui est hyper clair. Et à côté de ça, tu crées la bonne équipe et puis tu leur donnes la confiance. Et un climat de confiance. Voilà. Et tu les empower à dire, OK, en fait, moi, je veux que vous me proposiez des choses qui vont changer. Allez-y, lâchez les chevaux, pensez des choses nouvelles. C'est pas parce que personne l'a fait comme ça avant qu'on peut pas le faire comme ça. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus... juste à faire dans le travail quand on veut réussir quelque chose de grand comme ça. Et c'est à la fois extrêmement simple et en même temps c'est extrêmement courageux de le faire, et ça demande aussi beaucoup d'exigences, parce que cette liberté, elle ne peut être créatrice que si il y a eu une exigence au bon moment sur les types de personnes ou sur créer des bonnes règles d'éthique entre nous. Ne pas se planter sur le casting. Tout à fait. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais pas non plus. C'est pas trop l'objectif de notre échange. Donc, au bout de 3 ans, donc t'es devenu DIRCOM dans Marche. Ouais. Et là, tu te dis, ça y est, c'est fini. Bah, j'ai envie de faire un peu autre chose. J'étais encore très jeune, et puis je sais aussi le risque un peu de s'enfermer là-dedans. Je pense que la politique, c'est magique parce que on œuvre pour quelque chose qui a, enfin, ça a tellement de sens, c'est inné, enfin, je veux dire, c'est inhérent, pardon, à la chose. Donc c'est très beau, et en même temps, tu peux vite un peu t'oublier dedans. Et je pense que c'est hyper important, et que il y en a plein d'autres dans cet écosystème-là qui l'ont aussi beaucoup dit, et c'est là où je me suis aussi reconnue. C'est dire, bah, en fait, la politique, ça doit pas être toute une carrière. C'est des passages. Et puis après, il faut aller se nourrir ailleurs. Et enfin, moi, j'étais trop jeune pour me dire, mais en fait, je vais passer toute ma vie là-dedans. C'est super, j'ai une position confortable. J'ai envie de faire autre chose. Et donc j'ai quitté, en effet, au bout de 3 ans de bons et loyaux services, totalement dévouée. J'étais aussi un peu fatiguée, parce que bah oui, tu m'étonnes. C'est une implication de toute heure, de chaque instant. Et donc j'ai quitté avec l'envie de voir autre chose et de transformer cet engagement dans quelque chose de plutôt au niveau des entreprises, du privé, de cette sphère-là de la société. Et j'ai eu la chance de rencontrer des femmes formidables qui étaient en train de monter une maison de conseil aux dirigeants en sustainable leadership. Voilà, et en fait c'était l'idée de faire du conseil aux dirigeants d'une nouvelle manière, d'aider les dirigeants d'entreprise à être à la hauteur des enjeux de notre siècle, donc les enjeux environnementaux, sociaux, et de se dire qu'en gros on n'arriverait jamais à atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda 2030, en se disant que c'est un peu le standard commun, un peu universel qu'on peut prendre sur ces sujets-là, si on n'aligne pas les intérêts et les actions, et que donc nous on pouvait aller agir, c'était au niveau des dirigeants d'entreprise. Et voilà, et donc cette maison-là... Vous l'avez créée quand, ce shutter? Parce qu'on peut rappeler son nom quand même. Societer. Societer. Voilà. Ça a été créé en... Alors, ça a été créé en juin 2019. Et d'accord. Moi, je les ai rejoints, on a commencé à se parler à l'été, et je les ai rejoints en octobre, rejointes, puisque c'était donc que des équipe de femmes. Voilà, une équipe de femmes. Et alors, mais vous avez des hommes maintenant. Il faut le préciser quand même. Mais c'est vrai que comme ce sont des milieux un peu de pouvoir, où on a l'habitude qu'au fond, la com est un métier identifié comme un métier de femme. Mais le leadership, mais ouais, dans le côté gestion, conseil dirigeant, une fois qu'on monte dans les strates de ce qui est perçu comme le pouvoir, t'as quand même pas mal d'hommes qui tiennent les rênes. Et là, je pense que le fait que l'entreprise soit quand même très identifiée femme, qu'on le veuille ou non, ça a fait partie de notre identité, de l'image qu'on a projetée, et on a aussi attiré des gens que ça intéressait d'être sur ces sujets d'empowerment féminin, des grandes dirigeantes. C'était plutôt des boîtes de taille moyenne. Vous visiez quoi comme genre d'entreprise? Alors,
C'est à la fois des très grandes entreprises des CAC 40, tout comme des PME dans les territoires ou à Paris, et des startups scale-up sur des sujets très engagés. Et parfois même des plus petites startups, mais dont on pense qu'elles ont vraiment quelque chose de très précieux dans ce qu'elles sont en train de développer, un produit, un service, et où on se dit que vraiment ça vaut le coup aussi un peu de parier entre guillemets sur eux et de les aider aussi à se développer, et voilà. Donc c'est du conseil en stratégie, on peut dire ça comme ça? Voilà, en stratégie, c'est stratégie et communication avec un fort aspect, accent sur les sujets éditoriaux. Donc beaucoup d'écriture, de mise en mots aussi de toute cette pensée-là, parce que les choses ne peuvent pas bouger si elles ne sont pas communiquées et bien communiquées. Je ne sais pas qui a écrit votre communication externe, mais en tout cas, c'est super bien fait, parce que je suis allée regarder, bien entendu, en regardant, en préparant ton interview, et j'étais épatée, parce qu'en fait, si tu veux, ça sentait pas le bullshit. Excuse-moi d'être un peu cash, mais il y a tellement de boîtes aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, parce qu'on est dans une période où tout le monde veut faire ça. Enfin, beaucoup, tu vois, ou essaye de se repositionner là-dessus, avec 40 ans d'expérience dans le conseil, en strat pur, etc., en cost killer et tout. Bon, et tu sens qu'il y a un virage qui est en train de se prendre, et qu'il y a ce qu'on appelle du greenwashing, tu vois, enfin, sur tout cet aspect-là. Et j'avoue, et je dis pas ça pour te faire plaisir, mais j'avoue qu'en lisant, donc c'est pour ça que j'appelle tout le monde à lire quand même, ne serait-ce que pour apprendre, c'est super bien fait. Voilà. Ah, merci beaucoup. Je t'ai peut-être coupé la parole. Non, mais peut-être j'allais raconter peut-être très rapidement la suite de l'histoire sur Sociéter. On s'est développé, on a atteint à peu près 10 collaborateurs. Donc c'est quand même une relativement petite entreprise, mais qui fait je pense de grandes choses. Et donc là on a récemment rejoint c'est ça, une entreprise américaine. Une entreprise qui s'appelle Teneo, et qui est une entreprise américaine de conseil aux dirigeants, CEO Advisory, comme eux disent. Et ce qui est une excellente nouvelle pour nous, parce que c'est une très belle reconnaissance aussi de ce qu'on a développé, parce que c'est ça aussi qui les a évidemment intéressés. J'avais une question à te poser justement, parce que c'est intéressant en termes humains. Dans la boîte, juste, tu as recruté que des gens jeunes, ou vous êtes plutôt un panel d'âges différents? C'est très mixte, mais on a autant des gens dont c'est le premier boulot et qu'on a connu dans d'autres univers en stage et qu'on trouvait très bien, et on a dit tiens, si ça te dit, viens bosser avec nous, que de gens qui ont beaucoup plus d'expérience et qui sont plus seniors. Mais ce qui est assez beau, c'est qu'entre tous ces profils, il y a une admiration mutuelle que je trouve extraordinaire, et qui ne prend pas l'âge ou le nombre des années d'expérience comme référence. Et je trouve que l'équipe construite est tellement qualitative sur les personnalités et sur les intelligences et sur ce que chacun était capable d'apporter au projet. Je trouve ça vraiment très beau. Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans construire des projets, c'est de construire comme ça un beau collectif. Non, mais je me mettais à la place de vos clients. Je me disais, effectivement, ce genre de conseil, parfois on aime avoir une équipe un peu mixte, tu vois, qui n'est pas uniquement genrée ou d'un certain âge, etc. Parce que je pense que c'est ça qui fait la richesse aussi du conseil. Donc, essayer d'avoir plusieurs points de vue. C'est quoi un sustainable leadership? C'est quoi la définition selon toi? Écoute, c'est une manière de diriger qui est à la hauteur donc des enjeux du 21e siècle qu'on connaît, avec une urgence de plus en plus pressante. Et pour moi, c'est vraiment surtout le courage, je pense. C'est le courage on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais le courage de faire les choses différemment. Le courage d'empowerer, par défaut d'un meilleur mot en français, mais ces équipes à participer au changement, de leur communiquer ces objectifs et de faire en sorte que eux aussi s'embarquent à fond là-dessus. Et le courage à certains moments de dire là on va traverser un moment un peu compliqué, parce qu'en fait d'un coup on va changer notre point de vue et on va plus seulement être mu par la performance, la recherche de performance financière,
mais par la recherche d'une performance plus globale qui intègre ces enjeux-là, E, S, G, et environnementaux, sociaux et gouvernance. Et je pense que ça demande beaucoup de courage, aussi notamment sur les sujets sociaux. Enfin, ce S, c'est sur les sujets d'égalité femmes-hommes, de diversité, d'inclusion, de faire ces choses-là de manière hyper tangible. Je pense que ça demande du courage. Et bien donc, à mon sens, c'est ça, le sustainable leadership. En fait, ça doit devenir le nouveau standard. C'est un peu de ce que l'on prône, hein, le nouveau standard du conseil aux dirigeants, ou en tout cas des dirigeants du 21e siècle. Et ça mériterait pareil qu'on en parle pendant longtemps. Parce qu'en fait, après, j'ai plein de questions qui me viennent en tête, du genre, c'est quoi les objectifs? Est-ce que vous les monitorez? Est-ce que vous les suivez? Bon, bref. On en reparlera peut-être une autre fois. Mais non, mais à vrai dire, il y a un troisième gros sujet, en fait, quelque chose qui m'a vraiment marqué quand j'ai découvert ton profil, c'est ton investissement dans une cause, on va dire, associative, enfin, on peut dire ça comme ça, qui est Only Watch. Donc ça fait finalement assez longtemps que ça te suit en parallèle de tes expériences professionnelles. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, déjà nous définir ce que vous faites, comment vous le faites, parce que moi je trouve ça fabuleux, vraiment. Déjà merci beaucoup. Alors, Only Watch prend ses racines il y a 20 ans. 20 ans, il faut le préciser. Ouais. Même un petit peu plus de 20 ans. En fait, j'avais donc un petit frère qui s'appelait Paul, qui a été diagnostiqué lorsqu'il avait 4 ans d'une myopathie de Duchenne, qui est une maladie neuromusculaire, une maladie génétique, qui fait qu'on a un problème sur un gène, et on ne produit pas de dystrophine, qui est donc la protéine qui nourrit les muscles et qui permet donc de se développer, de garder un capital musculaire. Donc la myopathie de Duchenne implique que progressivement on perd ses capacités musculaires, et généralement c'est le cœur qui à la fin est assez jeune dans la vie malheureusement, n'arrive plus à fonctionner parce qu'il n'est pas assez nourri de cette dystrophine-là. Quand on a appris le diagnostic, moi j'étais pas très, j'étais toute petite, mais disons que mes parents se sont dit qu'ils voulaient transformer cette nouvelle extrêmement difficile, qui impactait le cours de sa vie et le cours de nos vies également en tant que famille, et d'essayer de participer de quelque manière avec ce que nous on savait faire, avec ce que eux savaient faire, à trouver des solutions. Et donc on a commencé à organiser des levées de fonds pour financer d'abord des tables rondes où on faisait venir les chercheurs à Monaco, qui est un terrain neutre. C'est vrai que dans la recherche parfois il y a un peu des querelles sur les pays d'appartenance. Là, Monaco nous permettait d'avoir un peu un terrain neutre et de dire venez partager les résultats de vos recherches. On ne peut pas se permettre sur un sujet comme celui-ci où on parle de vie d'enfants et de jeunes hommes de garder les recherches chacun pour soi dans son coin. Il faut absolument qu'il y ait des synergies, que ça avance vite et qu'on puisse identifier les pistes les plus prometteuses. Donc là, il y avait des premières levées de fonds qui étaient d'abord sur des œuvres d'art qu'on faisait faire à des artistes sur des thèmes de culture un peu commune. Et puis il y a eu les objets de luxe. Et puis en 2005 a commencé Only Watch. Et donc Only Watch, c'est une vente aux enchères caritative biennale qui a lieu chaque 2 ans de montres pièces uniques. Et donc en fait, on a sollicité l'industrie horlogère, donc au départ, c'était 1 à 1, on allait sur les salons horlogers, on a utilisé le fait que on connaissait Blancpain parce qu'ils étaient sponsors d'un événement que mon père organisait, et puis la relation au Swatch Group pour aller parler aux uns et aux autres. On a fait les salons horlogers. Moi, dès très jeune, je suis partie avec mon père faire des salons horlogers et faire les rendez-vous avec lui. Tu dois avoir une sacrée culture horlogère. Et donc on les a convaincus de produire des pièces uniques et de nous les offrir pour les vendre aux enchères, en étant nous-mêmes persuadés que c'est là qu'on pouvait faire vraiment de grands montants et qui allait venir vraiment financer structurellement la recherche. Parce que au départ, sur les premiers projets dont je te parlais, on levait quelques centaines de milliers de francs puis d'euros.
ce qui était déjà très beau pour un projet caritatif, mais qui permettait pas de venir dire bah tiens on va vraiment régler là ce problème-là, la recherche. Enfin, t'as des choses qui coûtent certains liquides, certaines préparations, certaines machines qui coûtent elles-mêmes des millions. C'est-à-dire qu'on a besoin vraiment de fonds beaucoup plus importants. Et donc mon père sentait que sur l'horlogerie il y avait ce vrai potentiel-là, parce qu'il y a des gens qui sont complètement aficionados et qui sont prêts à mettre beaucoup. Bah j'ai vu là il y a des prix de montres. Enfin c'est même récemment. Enfin il y a des montres à des je sais pas 80. J'ai entendu parler. Bon je veux pas dire de bêtises mais j'ai entendu des tarifs. En tout cas on a battu plusieurs fois avec record, les années. On a battu plusieurs fois le record du monde de la montre la plus chère de toute l'histoire. À combien? Et c'était quoi? Alors c'était une Patek Philippe et c'était 37 millions de francs suisses si je ne me trompe pas. Pardon, 31 millions de francs suisses. Et donc en euros ça fait combien? C'est un tout petit peu moins mais c'est à peu près la même chose, entre 28 et 30. Incroyable. Donc le projet s'est développé. Aujourd'hui, on a 9 éditions la dernière nous. Et la prochaine aura lieu en novembre 2023. On a levé près de 100 millions d'euros. C'est incroyable. Donc c'est un peu une folie. C'est vrai que nous-mêmes, on réalise pas toujours à quel point ce projet est devenu immense, mais il est très beau parce qu'il est permis par, pour le coup, une vraie coalition d'énergie, de gens qui décident de jouer le jeu ensemble. C'est extrêmement rare que dans une industrie comme celle-là, qui est quand même assez compétitive, bien sûr. Que d'un coup, tout s'arrête. Les grands groupes, les indépendants, tout le monde qui participe à cette émulation hyper positive et dit, là, on profite de ce moment-là pour produire des choses magnifiques. Eux ne touchent pas 1 euro sur les pièces qu'ils produisent. Oui, mais c'est une manière pour eux aussi de donner finalement à la fondation. Complètement. Et puis de trouver aussi un rayonnement, je pense, très positif à ce qu'ils font, parce que notre motto, c'est Create Beauty to Do Good. Et je trouve qu'il correspond bien à ce que l'on fait, parce que c'est ça, quoi. Il y a une espèce d'élan extrêmement créatif où ils vont venir chercher le raffinement, la beauté, la rareté, pour une finalité qui est extrêmement vertueuse. Et voilà, et ces fonds-là ont permis de véritablement financer des avancées assez immenses. C'est ça, ma question, c'était de savoir justement concrètement, on en a parlé la dernière fois ensemble, mais tu peux nous raconter ce que ça fait concrètement? L'argent, vous l'attribuez à... Ouais, non, excuse-moi, je me suis mal exprimée, pardon. Non. Alors, l'argent, du coup, nous, on l'investit entièrement sur la recherche. En plus, on n'a aucun coût grâce au fait que tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que les horlogers offrent les pièces, les maisons horlogères offrent les pièces. La maison de vente aux enchères bosse gracieusement. On a vraiment réduit les coûts à 1% des montants levés. Et on investit tout dans la recherche, et notamment sur une piste en particulier que l'on soutient depuis du coup un peu plus de 15 ans, et qui est menée par des chercheurs qui sont ici en Île-de-France, pas très loin, et qui sont là à l'aune d'un essai clinique pour tester la molécule qu'ils ont développée. Voilà, donc ça c'est un des gros, c'est le gros projet qu'on finance. C'est un essai clinique qui va être fait sur des enfants et des personnes plus âgées également, c'est ça? C'est ça. Enfin des ados, ou je suppose, parce que ça va être un panel de patients un peu d'âges différents pour voir comment ça intervient à différents stades de progression de la maladie. Mais bon, évidemment, un essai c'est fait pour essayer, mais on est confiant, mais extrêmement prudent. Mais voilà, donc ça c'est extrêmement encourageant, et c'est vrai que c'est toujours assez en fait, c'est le genre de projet où t'avances et puis tu te rends plus trop compte que tu fais un truc qui est quand même immense et qui peut changer des vies. Et puis ça fait des années. La recherche, c'est un peu particulier parce que en fait, tu peux dire pendant des années, ça avance, on se rapproche, ça avance, on se rapproche. Puis c'est retardé. Mais c'est hyper difficile de donner une tangibilité à ça quand toi-même t'es pas scientifique. Parce qu'en fait, nous, on est des vulgarisateurs, on essaye d'intégrer ce que disent les chercheurs avec qui on est en contact et d'essayer de le traduire, mais en langage de moldu, de personnes qui ne comprennent pas, qui ne parlent pas recherche scientifique à ce niveau-là. Ça peut se ressembler pendant des années en disant bah oui, ça progresse vachement bien, on sera bientôt des essais cliniques. Mais là, on est à un stade qui est hyper tangible, et du coup, d'un coup, on se dit bon bah ça y est quoi, c'est en train de porter ses fruits, et on est hyper heureux de ça.
Tess, est-ce que pour toi, c'est une vocation suite à ce qui est arrivé à ton petit frère, parce que tu l'as dit sans le dire, mais du coup, vous avez perdu votre petit frère et enfant. Est-ce que cette vocation, elle t'est venue parce que tu as vu tes parents s'investir dans cette cause? Est-ce que pour toi, ça te semble logique de monter en puissance, tu vois, sur cet aspect-là de ta vie? Parce que, comme je le disais en amont, ça te suit depuis toujours. Enfin, tu es relativement investi dedans, tu accompagnes ton père, etc. Mais pour toi, ça te semble logique de monter enfin, tu vois, de t'investir de plus en plus là-dedans? C'est vrai que ça a toujours habité ma vie, enfin, peu importe que j'ai été étudiante ou dans mes premiers boulots ou aujourd'hui, ça a toujours été une activité que j'ai menée en parallèle parce que c'était normal. C'était normal, ouais. Et même en fait toute ma famille a été impliquée sur ce projet, y compris mon frère, bien sûr, qui nous a quittés en 2016. Mais qui a souvent collaboré, qui a fait partie. Il y a certaines marques qui l'ont fait contribuer et il a designé des montres avec eux. Ça a été un projet qui a aussi apporté beaucoup de joie, vraiment, je pense, à nous, évidemment, individuellement et en tant que famille, mais aussi à tous ceux qui ont participé, parce que il y a quelque chose d'assez rassurant, je pense, dans ce projet, dans ce qu'on peut voir de la nature humaine, parce que il y a quelque chose d'assez exceptionnel où ce sont des milieux où normalement il y a quand même beaucoup d'enjeux financiers, de marques, c'est assez sensible, c'est assez compétitif, comme on disait tout à l'heure. Mais là, d'un coup, il y a une espèce d'élan magnifique où en fait tout le monde y gagne d'une manière ou d'une autre, soit par un geste généreux, puis par rayonnement, parce qu'aujourd'hui, OnlyWatch, petite parenthèse, mais au-delà d'un projet caritatif, c'est devenu un projet monde qui a un rayonnement immense, qui a un lectorat de centaines de millions de personnes quand on le mesure à chaque fois à l'issue des événements, qui réunit une communauté qui rassemble à la fois des donateurs, des gens qui adorent les montres, et il y en a beaucoup, des gens qui sont intéressés par les sujets caritatifs ou par la recherche, et c'est devenu immense, et je crois que ça a un rayonnement positif et très un peu apaisant pour les gens qui participent, et plein de gratitude d'un peu de toutes parts. Bref, parenthèse refermée, mais donc moi aussi ça m'apporte ça. Ça m'a apporté aussi, on parlait tout à l'heure des enseignements que j'ai pu tirer de mes premières expériences, mais ça aussi ça m'en a apporté beaucoup. J'ai vu très tôt qu'il était possible de faire des choses uniques, d'aller provoquer la chance en disant en fait là on a une super idée, on va venir faire converger les intérêts et pour faire avancer un sujet. Et en fait on a réuni une espèce de coalition unique pour faire avancer un sujet de progrès humain et scientifique et qui va peut-être changer la vie de centaines de milliers de garçons et de familles C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de chiffres, mais je sais absolument pas combien de personnes, tu vois, à l'échelle du monde, je me rends pas compte, ou pas, peut-être pas du monde, mais en tout cas de la France, j'arrive pas à chiffrer en fait le nombre d'enfants atteints de myopathie. En fait, c'est une maladie qui est considérée comme orpheline, mais c'est tout de même une naissance de garçon sur 3500. C'est ça. Donc, généralement, quand tu parles à quelqu'un, oui, parce qu'en fait, c'est vrai, je l'ai pas précisé, mais c'est une maladie qui touche le chromosome X. Et du coup, quand on est une femme, généralement, on a un deuxième, ce qui permet de rattraper, entre guillemets, le fait qu'il y ait une délétion sur un des chromosomes. En revanche, quand on a un garçon, c'est pas possible. Donc, c'est une maladie qui touche très, 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 très majoritairement les garçons. Mais donc voilà, c'est quand même une naissance sur 3500, ce qui fait qu'en fait, souvent, quand on parle à quelqu'un de la myopathie de Duchenne, on connaît quelqu'un en fait dans son entourage ou dans l'entourage de proches qui sont concernés. Donc c'est une maladie rare, mais pas tant que ça, quand même. Et surtout, ce que les chercheurs avec qui on travaille ont trouvé devrait permettre probablement de rallonger la durée de vie. Alors ça, oui. Enfin, en tout cas, c'est l'effet espéré, évidemment. Mais pourrait aussi permettre contribuer à la recherche sur d'autres maladies génétiques. D'accord. Puisqu'en fait, le plus dur dans ces sujets-là, c'est de trouver des véhicules qui viennent donner un message à l'ADN
et qui lui permettent de quand même se lire plutôt correctement malgré le fait qu'il y a une erreur dans ton génome, quoi. D'accord, ok. Donc en fait, là, je le schématise beaucoup trop, mais je comprends ton schéma. Mais dans les très grandes lignes, c'est un peu ça. Donc si ça marche, et je le dis avec beaucoup de prudence et évidemment beaucoup d'espoir, mais si ça marche, ça peut être vraiment game changer, comme on dit. Moi, je vous le souhaite en tout cas parce que c'est une noble cause et effectivement, quand tu m'as parlé de cette maladie, moi, je la connaissais de plus ou moins loin. Et c'est vrai que on s'en rend compte pas forcément très tôt. Ça ne se décèle pas sur une échographie. Et ça commence à se voir plus ou moins quand l'enfant arrive à un âge où il est censé marcher, sauter. Oui, c'est ça. Vers 4-5 ans, généralement, vers 4 ans, t'as un petit retard sur les fonctions motrices. Donc, sur la marche, sur les sauts, il y a une posture qui est un peu caractéristique. Voilà. Donc, ça se détecte à peu près là. Tess, on pourrait parler des heures avec toi, tant le sujet est passionnant, mais en tout cas, j'appelle tout le monde à regarder ce que fait Only Watch avec attention, que vous aimiez ou pas les montres. Je finis un peu de la même manière mes interviews de façon générale. Est-ce que tu aurais un conseil à donner on va dire à une personne qui veut se lancer dans le monde associatif? Est-ce que en fait, c'est une fausse question, mais est-ce que tu considères que ta vie professionnelle t'a amené à vouloir plus, tu vois, dans ce secteur associatif? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu te sens meilleure? Est-ce que tu penses que tu es meilleure, plus performante, plus créative, plus ambitieuse après toutes ces expériences-là que si tu avais été from scratch tout de suite immergée dans le monde associatif? Tu vois ce que je veux dire? Je vois. C'est marrant parce que j'avais posé cette question à un prof. J'avais fait un espèce de séminaire à HEC sur ce sujet-là avec le DG d'une grande asso française. Et je lui avais demandé, est-ce que du coup il faut absolument passer peut-être dans l'entreprise ou voilà dans ce monde-là avant de passer dans l'associatif et de le faire bien? C'est une question qui reste difficile à laquelle il reste difficile de répondre, mais je pense que oui. Enfin, aujourd'hui, je peux pas nier que je suis meilleure dans ce que je fais parce que je suis passée par d'autres choses. Je trouve que là où ce que je retiendrai sur ce sujet-là, c'est de dire, et c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans l'asso Règles élémentaires, on parlait de Tara tout à l'heure, et dont je suis membre du conseil d'administration de Règles élémentaires. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Donc la première asso française de lutte contre la précarité menstruelle, et qui est une association dont j'admire énormément le travail, et dont je suis très fière de faire partie sur cette instance de conseil d'administration. C'est que elle a pris un sujet qu'elle a repéré comme étant une problématique dans la société. Elle se dit, on va l'adresser, mais avec tout le professionnalisme qu'il faut pour vraiment le résoudre. Et s'en donner les moyens, et pas juste rester... ce qui peut être noble aussi, hein, c'est en aucun cas un jugement sur les différents modes de solidarité. Heureusement qu'il y a tous différents types de solidarité et d'action. Mais là, sur ce projet-là associatif, c'est de dire, on a pris ce sujet qui est assez grave et important à nos yeux, et on se donne les moyens, et en apportant toute la richesse d'expériences professionnelles complémentaires dont tu parlais, au service de ça. Et je trouve... moi, aujourd'hui, évidemment, je fais les choses différemment parce que j'ai eu ces autres expériences et que j'ai du mal à imaginer comment je le ferais sans. Ça me semble incontournable. Mais c'est très personnel et ça me paraît difficile de le dire à d'autres. N'allez pas en première expérience sur une association. Parce qu'aujourd'hui, il y a des projets associatifs qui sont... montés comme des entreprises. Tout à fait. Et on trouve beaucoup plus de ponts et beaucoup plus... Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup... Il y a moins de frontières entre les deux mondes. Complètement. Et je pense que nous sommes de plus en plus nombreux et j'espère peut-être majoritaires aujourd'hui à vouloir trouver l'engagement dans leur quotidien
dans ce qu'ils font, dans leur travail, dans leur implication professionnelle, et pas comme un à côté, comme une compensation, comme un giving back. Mais d'autant que moi, je te pose cette question parce que je vois beaucoup de gens qui me disent je vais être entrepreneur, etc. Et si tu veux, je pense que monter une boîte avec un objectif purement capitaliste, etc., c'est une solution pour être entrepreneur, certes, mais on peut être aussi entrepreneur dans une démarche associative, en fait. Et, complètement. Parce que moi-même, j'ai été jury, je le suis toujours d'ailleurs, à HEC Entrepreneur, et souvent quand j'écoutais la jeune génération, puisque je suis beaucoup plus vieille qu'eux maintenant, je les écoutais et je me dis mais attends, il veut monter une boîte ou il veut monter une asso? Et en fait, si tu veux, c'est dans cet esprit-là, les jeunes de 20 ans aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris le truc, beaucoup plus qu'on ne l'avait compris nous, tu vois, parce qu'ils sont... J'étais étonnée au début de la démarche parce que je me suis dit mais il sait ce qu'il veut, il sait pas ce qu'il veut, et en fait je pense que c'est eux qui ont tout compris. Tu vois, de mixer les deux et d'avoir à chaque fois une démarche globale, tu vois, qui n'est pas uniquement avec un angle de fric. Ouais, et je pense que ils le peuvent parce que d'autres ont défriché avant eux, et on revient à ce sujet du courage où au final, on se dit, en fait, on aurait pu faire ça depuis toujours. Oui, mais c'était pas possible avant. C'était pas possible, voilà. Puis il n'y avait pas les mêmes prises de conscience. Et puis, il faut toujours qu'il y ait des pionniers qui viennent défricher, dire, regardez, en fait, c'est possible. Mais voilà, c'est vrai que là-dessus, je pense très sincèrement à la croisée des chemins, et que l'utilité sociale des entreprises devient un sujet de plus en plus crucial. Enfin, on est dans une forme de redéfinition un peu du pacte social à proprement dire, et les entreprises ont un rôle, les entreprises et les assos du coup, et peut-être cette zone où elles se retrouvent ont un rôle de plus en plus prépondérant. Est-ce que tu aurais une citation préférée, un dicton, un truc que tu te répètes, un truc que tu as entendu une fois et que tu as trouvé super? Je sais pas. Vu que tu as eu 20 en philo, on peut le dire quand même, je pense que tu dois quand même avoir une culture littéraire importante. Non. T'as ressorti ça? Oui. J'ai l'air de me la péter maintenant. Non, pas du tout, tu me l'as dit en off, donc... Et moi, je suis fière de recevoir une invitée qui a eu 20 en philo quand même. C'est sympa. Écoute, c'est relativement rare. J'ai une citation qui m'a beaucoup marquée récemment, qui est de Charles Péguy, et qui dit « Le pire, c'est d'avoir une âme endurcie par l'habitude. Sur une âme habituée, la grâce ne peut rien. Elle glisse sur elle comme l'eau sur un tissu huileux. Les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce. » Et que je trouve magnifique, formidable. Ouais, vraiment. Magnifique. Qui a résonné très, très, très juste. Merci beaucoup. En moi. Très beau. Pour finir, un coup de cœur et un coup de gueule. Est-ce que t'en as, est-ce que t'en as pas? T'es pas obligé d'en avoir. Un coup de cœur, ça peut être pièce de théâtre... film, série. J'ai envie de dire quand même la première femme première ministre depuis 30 ans. Depuis Edith Cresson. Ça, je suis quand même... et je veux pas avoir un discours politique ici, mais je suis quand même très contente. C'est aussi peut-être un coup de gueule en même temps, puisque c'est quand même un peu fou de devoir attendre 2022 pour qu'on ait une femme première ministre et qu'on s'en réjouisse juste comme un fait. On a une femme à un des grands postes de l'État. Mais je pense qu'on peut quand même le saluer. En tout cas, moi, j'en suis très heureuse. Et je trouve que c'est hyper important. Et un coup de gueule, c'est quand même... c'est pas évident parce que il y a beaucoup de choses qui m'animent et qui me révoltent, mais c'est un peu, je trouve notre incapacité grandissante à faire dialoguer les mondes, ça me fait un peu peur, et je vois l'abstention, je vois le vote FN, le vote d'extrême droite grandissant, et j'ai l'impression qu'on a de la difficulté. C'est pas fataliste ce que je dis, je pense que on peut y faire quelque chose, mais c'est de se dire qu'on a un pays et plus globalement peut-être une civilisation, ça dépasse la France où il y a une tendance quand même au repli sur sa communauté et à l'incapacité parfois de se comprendre, et à une tension parfois grandissante. Et puis voilà, puis on voit le sujet de l'avortement. Alors c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même une tendance sur certains durcissements mondial. Et ce sujet du droit à l'avortement aux États-Unis, ça c'est juste, je crois, le plus gros coup de gueule en fait qu'on peut pousser, qui est absolument révoltant.
Je pense qu'aucun d'entre nous ne peut le nier. Ne peut le nier et ne pouvait même l'imaginer. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'imaginais pas. Je pense que ça vient comme un choc pour beaucoup et ça doit être aussi un rappel que rien n'est acquis. Rien n'est acquis, absolument rien. Donc ça, c'était... en général, je finis les interviews au coup de cœur, coup de gueule, Vision de la France. Mais finalement, Vision de la France, tu me l'as un peu donné, quand même. Ouais. Non, peut-être que tu vas ajouter un truc. Non, il y a un dernier truc sur la France. C'est que, comme je te partageais, j'ai récemment pris quelques jours de congé dans le Sud et je me suis dit que vraiment, nous avions un pays magnifique. C'est vrai. Et ça m'a fait vraiment plaisir à voir. Et c'est vrai que depuis le Covid, comme beaucoup d'entre nous, au final, j'ai assez peu quitté la France. Et que je me dis qu'on a vraiment un pays formidable. Mais il y a tout. De richesse naturelle, de richesse culturelle. Et que, mine de rien, je suis hyper heureuse d'être en France, d'être là. Je trouve que c'est un très très beau pays. Voilà. Et il peut être fier de te compter parmi ses habitants. Ah, c'est sympa. Non, mais Tess, en fait, je rappelle quand même une chose, c'est que on peut le dire, voilà, ta mission chez Only Watch va te prendre un peu plus de temps finalement. Ouais, écoute, tu penses y consacrer un peu plus? Je pense y consacrer de plus en plus de temps et cet engagement qui est un engagement, là on va dire assez personnel, en parallèle de mes activités pro, va devenir un engagement plus officiel aussi, et je veux vraiment être sûre d'accompagner au maximum le projet, de l'aider à se développer, et je pense qu'on a la responsabilité aussi. Je parlais du modèle assez unique de cette levée de fonds qui vient changer la donne sur un sujet scientifique, sur un sujet humain. J'aimerais aussi qu'on puisse le partager le plus possible, et c'est pour ça que je suis contente aussi que tu me donnes l'occasion d'en parler, mais que ça puisse aussi inspirer d'autres à dire allons-y, essayons de démultiplier comme on peut, de voir si ça peut venir se calquer sur d'autres sujets et d'inspirer le plus de gens possible à se lancer aussi. Tu penses que c'est possible de fixer un objectif daté sur une recherche, ou c'est impossible? Je pense que c'est impossible. Impossible. Et il suffit de regarder la série de Dropout sur Theranos et sur Elizabeth Holmes avec son projet. Non, mais bon, c'est pas une situation qui ressemble à toutes, mais je trouve que elle est assez parlante de ce point de vue-là. C'est-à-dire que tu peux avoir très envie, parce que tout se mêle, l'envie de résoudre un sujet, le fait que tu sais qu'un jour ça sera résolu. Là, en plus, en l'occurrence, on parle de vie de gens, et donc on dit toujours, on a l'habitude de dire dans ce projet, time is of the essence, et que malheureusement, le temps de la recherche n'est jamais celui des patients. Et dans notre cas, on l'a vu, et malheureusement, et on s'est fait à cette réalité-là, mais on a perdu mon frère avant qu'on puisse atteindre l'objectif. Malheureusement, c'est la vie. Aujourd'hui, on ne peut rien y faire, mais on a choisi de continuer parce que on a lancé quelque chose de plus grand que nous, et que c'est aussi son héritage à lui, parce qu'en fait, sans Paul, il n'y aurait pas eu tout ça. Bien sûr. Et donc, je considère aussi que c'est de notre responsabilité et de la mienne de poursuivre ce travail-là. Et voilà, et de le faire grandir et de continuer à le développer. Écoute, je te souhaite une très belle réussite dans ta recherche, dans la recherche. C'est difficile de dire longue vie à Only Watch, mais en même temps, oui, on lui souhaite une longue vie et pour faire de son action un rayonnement international et surtout efficace. Voilà. Merci beaucoup, Tess, pour cet échange. Tu reviens quand tu veux. Merci à toi. Et Merci à beaucoup. Très bientôt. Bye bye. Merci. Ciao. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel, et à très vite pour un prochain épisode. The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay with outstanding federal benefits and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov/careers/USBP.